Pascal Poisson, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à TV Fil 78. Vous êtes là en tant que commissaire d'une exposition qui démarre tout juste à Versailles au musée Lambinet. Cette exposition s'appelle Les Amazones de la Révolution et dure jusqu'au 19 février. Absolument. Absolument. Ensuite, qui êtes-vous dans la vie? Je suis professeur à l'Université de Paris 8 en histoire culturelle. Donc je travaille à la fois sur les représentations de la société dans la culture et sur la façon dont la culture modifie la façon dont la société se conçoit. Alors attendez, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'art n'est pas simplement le reflet de la société de son temps, il est aussi capable de modifier les mentalités, les sensibilités, les émotions, l'impact que peut avoir l'art sur la société de son temps. D'accord. Et évidemment également au regard de la mémoire qu'elle nous laisse. D'accord, donc ça c'est ce que vous enseignez à la fac. Absolument. Voilà. Ensuite, vous êtes aussi, bon, ce n'est pas votre première exposition, vous en avez commise d'autres. Oui, je récidive. Vous récidivez. J'en ai fait notamment une sur la question des imaginaires culturels de la Révolution française, aujourd'hui, dans les arts, dans les médias, dans les cultures populaires, dans la publicité, au musée de la Révolution française en 2012. Alors c'était où ce musée? Il est où, pardon? Ce musée est à Visil, à côté de Grenoble, et il a été inauguré peu de temps avant le bicentenaire de la Révolution pour pouvoir préparer les événements commémoratifs. D'accord, donc là vous avez montré finalement tout ce qui restait de la Révolution aujourd'hui, dans l'art d'aujourd'hui? Des vestiges, oui, j'ai montré les mythologies entretenues autour de la Révolution française de nos jours, donc la façon dont la mémoire des événements se transforme, se détourne, parfois même est subvertie par des artistes qui peuvent tenir un discours rétrospectif sur les faits, et donc tout ça innerve la conscience qu'on peut avoir de l'histoire, y compris dans des formes totalement inattendues, telles que la publicité, les médias, la caricature politique. Oui, c'est rigolo. Et alors, vous me disiez que cette représentation de la Révolution avait été aussi utilisée à l'étranger. Absolument. Alors où, par exemple? Alors au Japon, en particulier. Au Japon, il y a un manga qui est publié en 1973, qui s'appelle La Rose de Versailles, et qui a ensuite entraîné une multitude de produits dérivés, des comédies musicales jouées depuis une vingtaine d'années dans le monde entier, plusieurs films, dont un film de Jacques Demy quand même, sur Lady Oscar. Ça s'est inspiré de cette fausse héroïne fictionnelle qui était considérée comme la garde personnelle de Marie-Antoinette, passée ensuite à la Révolution. D'accord, donc ça c'était... Ça c'est pour le Japon. Pour le Japon, oui. Aux États-Unis, alors bien avant le film de Sofia Coppola sur la reine Marie-Antoinette en 2006, on a tout un imaginaire extrêmement populaire d'un côté, avec parfois des choses de très mauvais goût, comme des petites figurines pour enfants avec une Marie-Antoinette décapitable, de très bon goût, avec également des guillotines en pièces détachées à monter soi-même en modélisme, avec également des tas de publicités, toutes plus délirantes les unes que les autres, qui entretiennent en particulier des idées fausses, notamment la fameuse phrase de Marie-Antoinette sur les brioches. Ils n'ont plus de pain qu'on leur donne des brioches, qui est un faux, mais qui est amplifié, répercuté. Et qui plaît beaucoup. Et qui plaît beaucoup, puisque ça permet d'entretenir cette haine farouche à l'égard. Haine et nostalgie d'ailleurs, c'est un mélange ambigu, en tout cas dans les imaginaires que j'avais rencontrés à l'occasion de cette exposition. Donc là, vous êtes commissaire de cette exposition pour la deuxième fois, c'est donc au musée Lambinet. C'est pas un hasard le musée Lambinet, parce qu'il existe déjà le fonds Vatel qui est en permanence. Le musée Lambinet constitue le plus gros fonds consacré à Charlotte Corday du monde, je crois qu'on peut le dire d'ailleurs, grâce à, en effet, Charles Vatel, collectionneur de premier plan, figure importante du milieu versaillais, qui a à peu près acquis tout ce qui circulait à l'époque sur le sujet et qui a eu aussi la chance de pouvoir avoir des témoignages directs de gens qui étaient encore vivants et qui avaient été contemporains des faits. Donc il a collecté une mémoire rétrospective, mais de première main des événements, et publié notamment un ouvrage tout à fait important sur cette figure. Et donc à partir de cette matrice, l'idée de l'exposition était de rendre justice à un certain nombre de figures féminines pour la plupart oubliées, contrairement à Charlotte Corday, parce que Charlotte Corday est entretenue à la fois par la mémoire contre-révolutionnaire qui s'en est emparée, en partie malgré elle, et également par la mémoire républicaine qui lui a consacré une légende noire et qui en fait une figure de l'ennemi public numéro 1. Donc elle a gardé évidemment une certaine notoriété auprès du grand public, contrairement à beaucoup d'autres auxquels cette exposition rend justice. Justement, dans cette exposition, elles sont 4. Tout à fait. Alors vous les avez choisies parce qu'il n'y en avait que 4
ou vous avez opéré une sélection drastique? Alors le choix était difficile, il y en a beaucoup en fait, en réalité. Il y a plus de 60 femmes soldats pendant la Révolution française, il y a des dizaines de salonnières, il y a... Des salonnières, ça veut dire des personnes qui tiennent salon? Oui, c'est des femmes qui réunissent autour d'elles une communauté choisie de scientifiques, d'hommes de lettres, d'hommes politiques et qui échangent un certain nombre d'idées sur la société de leur temps. Donc elles ont un rôle très actif dans la construction d'une opinion publique. Mais je dirais que ça, c'est plutôt une tradition qui est née sous l'Ancien Régime. Ce qui est nouveau sous la Révolution française, c'est qu'elles vont venir témoigner à la tribune, qu'elles vont participer aux assemblées populaires, qu'elles vont avoir un rôle assez actif dans les clubs patriotiques. On estime à entre 20 et 30% de femmes dans ces fameuses sociétés patriotiques. Et elles vont exprimer un certain nombre d'idées, notamment sur le rapport des femmes aux événements et l'implication des femmes dans l'espace public. D'accord. Alors, quand on se rend à cette exposition, on peut acquérir cet objet qui n'est pas vraiment un catalogue, qui est plus un livre qui reprend très en détail la vie de ces 4 Amazones et qui donne une vision très, très large en fait, de toute cette époque et qui est juste passionnant. Et bon, on va revenir un peu sur ces 4 femmes. Alors déjà, donc la plus connue, Charlotte Corday. D'où venait-elle, cette fameuse Charlotte qui a assassiné Marat? Voilà. Alors Charlotte Corday est de petite aristocratie normande. Elle a été élevée chez les sœurs. Elle est d'ailleurs, au moment de la Révolution française, on la sort de son couvent. Oui, elle se destinait aux ordres. Elle se destinait aux ordres, tout à fait. C'est, contrairement à ce que la légende républicaine a répercuté ensuite, c'est une femme relativement instruite, qui lit, qui se documente sur la société de son temps et qui finalement va être un peu saisie par les événements et considérer qu'elle a une mission à remplir, que l'assassinat de Marat est un acte un acte de bravoure et un devoir finalement qui permettrait, dit-elle, dans notamment sa lettre à son père et également son procès face à Fouquier-Tinville, qui est une façon d'épargner des milliers de vies humaines. Oui, parce que Marat était pour elle un des pires sanguinaires et elle pensait qu'en le tuant, ça permettrait de limiter les effusions de sang. Voilà, elle pensait par cet acte de terroriste au sens moderne du terme, donc un meurtre politique en fait, pouvoir effectivement enrayer le dispositif de la terreur. D'accord, donc elle, finalement, guillotinée. Voilà, elle l'a payé de sa vie. Après, on a aussi Olympe de Gouges. Alors Olympe de Gouges est intéressante parce que c'est une femme qui, 2 siècles avant les combats féministes de notre temps, qui sont loin d'être gagnés comme on le sait, a mis en évidence notamment le fait que la Déclaration des droits de l'homme jouait sur une confusion entre homme au sens masculin et homme au sens humain, humanité. Elle est très moderne à ce niveau-là. Elle est très moderne et elle détricote complètement le droit révolutionnaire pour montrer que les femmes sont une nouvelle fois occultées dans l'histoire et qu'elles ont un rang à tenir dans la sphère publique. Mais son action ne se limite pas là, puisqu'elle est également... du côté de la cause des nègres, comme on disait à l'époque. Donc elle est abolitionniste, elle refuse l'esclavage, elle refuse la traite coloniale, ce qui lui vaut d'ailleurs des menaces de mort de la part de la cabale des colons. Voilà. Elle met en œuvre une grande pièce de théâtre sur l'esclavage des nègres. Oui, parce qu'elle écrit des pièces de théâtre, il y a des écrits qui sont restés. Après, on va parler aussi de Manon Roland. Manon Roland est une figure qui a été injustement réduite à son rôle de conseillère de son mari, qui était donc ministre de l'Intérieur au début de la Révolution, et qui est également une grande salonnière, au sens où on en parlait tout à l'heure, qui est une figure intellectuelle au sens moderne du terme, une figure d'instruction, une femme qui très rapidement met en garde contre le risque d'emballement du processus révolutionnaire, contre les exactions d'un peuple livré à lui-même, qui est très proche également de la Gironde, c'est l'égérie des Girondins. Oui, les Girondins, est-ce qu'on peut dire que ce sont les plus pacifiques? Alors, ça ne se pose pas tout à fait en ces termes, mais disons qu'ils sont pour une vision peut-être plus modérée, moins radicale, à la fois de l'organisation politique de l'État-nation et également de la société du temps. Et en tout cas, ils sont clairement hostiles au régime de la terreur, donc ils vont être les premières Alors, pour finir, nous avons Théroigne de Méricourt. Quel drôle de nom. Théroigne de Méricourt, tout à fait intéressant, donc qui nous vient de Belgique, qui est de Liège en particulier, qui est une fermière à l'origine, qui va arriver à Paris au début de la Révolution française, qui aurait, dit-on, mais ce n'est pas tout à fait avéré, participé à la marche des femmes sur Versailles. Alors justement, excusez-moi, je vous coupe, la marche des femmes, ce sont toute une sorte d'armée
qui s'est composé un peu de façon instantanée des femmes de Paris qui sont montées à Versailles pour réclamer le roi, c'est ça, qui reviennent à Paris, c'est ça l'histoire? Oui, alors armée, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est une procession. Elles étaient armées. Oui, alors elles avaient des armes, des canons, des pics, effectivement. Donc ça, on le voit aussi très bien dans l'exposition. Il y a plusieurs salles. Il y a notamment une salle d'art contemporain, voilà, avec la peintre Zouka. Et aussi, il y a Dumoux, le peintre Dumoux. Ça, ce sont deux contemporains qui nous montrent une représentation actuelle de la Révolution. Et il y a un autre truc que j'ai oublié de vous demander, pardon, c'est qu'on voit qu'il y a deux clans dans ces femmes. Il y a les tricoteuses et les merveilleuses qui sont représentées aussi, enfin on voit bien ça dans l'expo. C'est quoi les tricoteuses? Alors oui, l'idée de l'exposition était de montrer non seulement des figures individuelles, mais également des figures plus collectives. Les tricoteuses sont ces femmes qui, au début des événements, ont assisté aux délibérations des différentes assemblées, ont participé au club patriotique, ont participé à la vie des sections, dit-on en tricotant, écoutant les délibérations. Donc on voit bien le double sens de cette métaphore. Le tricot, c'est quand même associé à un stéréotype de la ménagère, de la sphère domestique, rendu public par cette présence aux assemblées. Et puis rapidement, cette image des tricoteuses va se retourner en une figure beaucoup plus négative, où on les considère comme des harpies de la Révolution. Ah non, plus que ça, des lécheuses de guillotine, dit-on à l'époque, des femmes qui se complaisent à venir assister aux exécutions publiques en comptant les têtes qui tombent avec leurs mailles. Et donc, il y a tout un imaginaire extrêmement macabre qui se répercute d'ailleurs jusque dans le cinéma contemporain, qu'on retrouve dans le cinéma d'histoire aujourd'hui, presque inchangé. Donc on voit la longévité de ces stéréotypes. Et face à elles, les merveilleuses qui font partie d'une jeunesse un peu dorée, qui c'est un peu plus tard, qui sont un peu plus décontractées par rapport à tous ces drames et qui se moquent un peu de la terreur. Bon, pour en savoir plus, il faut absolument aller voir cette exposition parce que c'est tellement riche que voilà. Et juste pour terminer, finalement, ces femmes qui ont participé à la Révolution, qui ont donné leur vie, on leur dit merci quand elles font l'acte, et une fois qu'elles veulent continuer à faire partie de la vie politique, on leur dit non, finalement, vous êtes comportés comme des hommes, donc restez chez vous. C'est un peu ça l'idée? Voilà, alors ça c'est un peu l'ironie de l'histoire, c'est qu'effectivement ces femmes, ces fameuses Amazones de la Révolution française, auxquelles le livre rend justice, sont des femmes qui ont revendiqué une égalité de traitement avec les hommes, disant si on peut monter à la guillotine, on doit pouvoir monter également à la tribune. Et qui revendiquent notamment, c'est le cas de Théroigne de Méricourt en particulier, l'utilisation de la violence comme un outil politique pour l'histoire. Et cette violence qu'elles revendiquent se retourne ensuite contre elles, puisqu'on les rend responsables d'une radicalisation des événements. Donc c'est faites ce que je dis, mais parce que je fais, c'est complètement injuste cette histoire. Oui, c'est là qu'on voit que la Révolution française n'a pas œuvré très efficacement à la cause des femmes. Bon, écoutez, il y a plein de choses à dire encore. Bravo pour cette magnifique expo qu'on va tous aller voir parce que c'est très riche et très instructif. Merci. Au revoir. Au revoir.